Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Voici le sommaire de ce journal. Commune de Treichville, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise inauguré aujourd'hui par le président de la République Alassane Ouattara. Cet ouvrage ultramoderne, estimé à environ 33 milliards de francs CFA, va contribuer à réduire les embouteillages dans cette zone. Toujours en Côte d'Ivoire, Adonikro, village situé dans la région est du pays, bénéficie de l'électricité. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a mis cette localité sous tension. Cérémonie en marge de la journée d'hommage de l'indénié Duablin au président de la République Alassane Ouattara. Enfin, sommet extraordinaire hier du G5 Sahel à Niamey au Niger. Les chefs d'État ont appelé à une grande alliance internationale contre le terrorisme. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise désormais ouvert à la circulation. En effet, le président de la République Alassane Ouattara a inauguré ce matin cette infrastructure routière dans la commune de Treichville. Cet ouvrage de 32,5 milliards de francs CFA qui a été financé en grande partie par le Japon devrait permettre d'améliorer la fluidité du trafic. Ce projet est une preuve que la Côte d'Ivoire avance, a souligné dans son allocution le président de la République Alassane Ouattara, visiblement heureux d'inaugurer aujourd'hui l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise dans la commune de Treichville. Nous l'écoutons. Je voudrais saluer tout particulièrement les populations des communes de Treichville et de Marcory et à travers elles toutes les populations du district autonome d'Abidjan. En effet, durant 36 mois, vous avez subi des perturbations et des désagréments dans vos déplacements du fait des travaux de cet ouvrage d'art. Je vous remercie pour votre compréhension, pour votre sens du civisme et de l'intérêt de la nation. Chers frères, chères sœurs, je suis très heureux d'être parmi vous pour l'inauguration de cet ouvrage, dont les travaux ont été lancés, comme le disait Amédée, il y a 3 ans, par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, et qui est le symbole de la solide coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Comme vous le savez, l'extension du réseau routier national constitue un pilier important de la stratégie de développement économique de notre pays. L'objectif étant d'améliorer les conditions de circulation urbaine de nos populations. Ce beau et majestueux ouvrage que nous inaugurons aujourd'hui contribuera à la fluidité du trafic sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, avec le désengorgement de ce carrefour qui est l'intersection des boulevards VGE et de Gaulle. Cet endroit était en effet l'un des points névralgiques et un vrai goulot d'étranglement de la circulation urbaine de la ville d'Abidjan. Ce projet représente un investissement global d'environ 32,5 milliards de francs CFA et il est le fruit de l'excellence des relations de coopération entre notre pays et la République du Japon, qui demeure bien sûr un partenaire majeur dans le financement des infrastructures dans notre pays. Je voudrais donc adresser mes sincères remerciements au gouvernement japonais, particulièrement au Premier ministre Shinzo Abe, qui nous a fait l'honneur de nous rendre visite en Côte d'Ivoire il y a quelques années, et aux autorités japonaises pour leur soutien et leur présence à nos côtés. Toujours en Côte d'Ivoire, le péage sur la route internationale de l'Est désormais effectif. Le coup d'envoi a été donné hier dans la ville de Tomassé par André Eponon, le préfet de la région de l'Agnébi-Tiassa. Les détails dans ce reportage de l'Anciné Bakayoko. Au nom du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, je voudrais déclarer ouvert les péages de Tomassé et de Moapé. Fini donc la gratuité pour les usagers de la route internationale de l'Est.
Désormais, le ticket de passage, c'est 500 francs pour les véhicules légers, 1500 pour les minicars de 32 places, 2500 pour les cars et les gros camions et 3500 francs pour les camions poids lourds. Ces tarifs ont été arrêtés de façon consensuelle par l'ensemble des parties prenantes à l'opération au cours d'une rencontre le 29 juillet à Bangourou. Ce sont les populations elles-mêmes qui ont fixé les montants à acquitter. De leur côté, les transporteurs, principaux usagers du tronçon, accueillent positivement l'infrastructure. Nous pensons qu'à partir de maintenant, nous aurons de plus en plus en Côte d'Ivoire, mais particulièrement sur cette route de l'Est, un réseau routier à même de permettre aux transporteurs et aux conducteurs de minimiser les risques de la vie de nos populations. Quant aux populations d'Agoville, elles aussi comprennent le bien fondé de la commercialisation de la route qui doit permettre d'optimiser l'entretien du réseau national. Mais elles jugent un peu prématuré la mise en exploitation du péage, notamment au niveau de Thomasé. Nous qui sommes à Agoville, nous sommes un peu vraiment déçus pour un péage que nous allons effectivement payer, mais pour une route qui n'est pas encore terminée. Je pense que vraiment là ils ont fait deux poids, deux mesures. Toutes ces frustrations vont être levées avec l'achèvement dans les meilleurs délais des travaux de réhabilitation de la route d'Agoville. Il ne faut pas que les gens se plaignent, il faudrait que les gens puissent contribuer au paiement pour une meilleure qualité de la voie. À Mouapé, tout comme ici à Thomasé, on peut voir un local de contrôle hyper sophistiqué qui permet de visualiser et de suivre en temps réel tous les mouvements au niveau des pistes, des cabines et des caisses. Les prévisions tablent sur un débit de 5000 véhicules par jour. Autre actualité, ce festival est culturel, touristique, gastronomique et commercial. Le festival Sud Comoé Agnitié s'est achevé hier dans la ville d'Aboisseau. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, également parrain de cette troisième édition, a appelé les populations à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Guillaume Zéré et Franck Quadio. Sud Comoé Agnitié 2019, la troisième édition du festival culturel, touristique, gastronomique et commercial de la région du Sud Comoé s'est achevée après 6 jours d'activité. Une semaine qui aura permis au peuple Bétibé et Essouma d'exposer au monde entier leur riche patrimoine culturel. Le succès du Sud Comoé Agnitié est le succès de nos royaumes, de nos rois, qui ont eu l'occasion unique de sortir de leur territoire pour se hisser au plan régional, voire national, en épuisant son temps, échappant ainsi à un enfermement sclérosant, mieux en se frottant aux autres, afin de s'enrichir de leurs différences, conformément à cette formule. Si je diffère de toi, tu m'augmentes. Pour cette année, quelques innovations au nombre desquelles un colloque pour pérenniser ce festival patrimonial conformément à la vision du gouvernement ivoirien. La culture, à travers les festivals et l'expression de nos diversités, nous conduisent à la paix, à l'amour, à la connaissance des uns et des autres. C'est pour cela que, monsieur le vice-président, je suis heureux de vous traduire toute mon admiration, car sous la gouvernance du président Alassane Ouattara et avec la confiance que vous avez placée en moi, les festivals aujourd'hui sont nombreux dans ce pays. La culture au service de l'unité des peuples et du développement du Sud Comoé, c'était le thème de la troisième édition, une édition qui a enregistré la présence d'un illustre invité, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, au patron de la cérémonie officielle. Il a exhorté les peuples de Côte d'Ivoire à faire des valeurs culturelles le socle de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Les anciens, les sages, les dépositaires de nos us et coutumes ont un rôle primordial à jouer. Ne dit-on pas que quand les arbres se querellent dans la forêt, les racines, elles, continuent toujours de s'embrasser? Vous, les rois et chefs traditionnels, les anciens, les sages, vous êtes les racines de notre société et de nos communautés. Et tant que les racines tiennent solidement dans le sol et continuent de s'entrelacer, les arbres
pourront peut-être ployer sous la force du vent, mais ils ne tomberont jamais. Animation culturelle, jeux patrimoniaux, campagne de vaccination et exposition ont aussi meublé l'Agnitié 2019 dans le sud de Komwe qui a reçu le soutien des peuples frères du Ghana et de la République populaire de Chine. Adonikro, village situé dans la région est du pays, désormais connecté au réseau électrique. En marge de la cérémonie d'hommage des populations de l'Indénié Duablin au président de la République Alassane Ouattara, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a mis cette localité sous tension. C'est un reportage de Herman Niamien. C'est un rêve vieux de 37 ans qui vient de se réaliser. Les populations d'Adonikro, village situé à 3 km d'Abengourou, peuvent désormais profiter des bienfaits de l'électricité. Le village vient d'être connecté au réseau électrique national. La mise sous tension a été effectuée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la grande joie des populations. Adonikro sort des ténèbres grâce à l'action de son Excellence le Président de la République qui apporte le bien-être et le développement dans toutes les contrées du pays. Avant, pour regarder la télé, nous sommes obligés de mettre des batteries, nous sommes obligés d'avoir des groupes électrogènes. Aujourd'hui, tout cela va être éteint. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a indiqué au cours de cette cérémonie que cette action fait partie du programme social du gouvernement qui entend permettre à tous les villages de 500 habitants et plus de disposer de l'électricité. Cette dame, normalement, elle aurait dû payer 150 000 francs donc, pour se connecter au réseau électrique. Avec le programme électricité pour tous, c'est 1 000 francs que l'on paye et le reste est payé sur 10 ans. Mais ces 1 000 premiers francs, le président de la République a décidé que pour les ménages les plus défavorisés, que le gouvernement prenne également cela en charge. Donc la dame est aujourd'hui connectée à l'électricité. Le taux de couverture en électricité dans le département d'Abengourou est aujourd'hui au-delà de 73%. Les autorités sont confiantes que le taux de 100% sera atteint d'ici à fin 2020. Retour dans le district d'Abidjan avec les journées promotionnelles dédiées au métier de la transformation des produits agricoles. Objectif, valoriser et accroître les productions agricoles nationales. Cette 6e édition est une initiative du Centre de démonstration et de promotion des technologies. Lansine Bakayoko. À cause de la méconnaissance des processus industriels, du manque d'équipement, de la non-utilisation des technologies ou encore des difficultés d'accès au crédit, les acteurs de la petite agro-industrie peinent à faire face à la concurrence extérieure. Malgré ces obstacles, les transformatrices ivoiriennes essaient de gagner en compétitivité en valorisant les produits agricoles locaux. Nous avons changé d'échelle. Les produits sont de qualité, les emballages, la traçabilité se sont améliorées, modernisées. Toutes les spéculations sont transformées des céréales aux épices, les cosmétiques, les produits de bien-être sont vendus en grande surface, en vrac ou en conditionné. Optimiser l'attractivité de l'emballage et le conditionnement des produits transformés, c'est aussi la volonté du gouvernement qui met en œuvre une nouvelle politique industrielle. Cette politique industrielle met l'accent sur le développement des chaînes de valeur complètes, des filières de l'agro-industrie, portant notamment sur l'anacarde, le noix de cajou, le cacao, le coton, l'EVA et les fruits et légumes. Des appuis spécifiques ont été apportés à certaines filières ou sont en cours pour d'autres afin de dynamiser la transformation locale de nos matières premières. Le ministre Souleymane Diarra-Souba a aussi lancé un appel aux transformatrices de produits agricoles à déposer les marques de leurs différents produits auprès de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle afin de protéger l'identité commerciale de leurs produits et leur savoir-faire. Les jeunes du centre-ouest du pays s'en sortent actuellement bien. En effet, ils exercent une activité économique individuelle ou de groupe, et cela grâce au Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. Ces jeunes bénéficiaires ont reçu il y a quelques jours la visite de la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébeyou. Le point dans ce reportage de Amadou Ouattara. Pisciculture à Bayota, élevage de poulets de chair et lavage auto à Gagnoua. Ces activités individuelles ou collectives permettent aux jeunes de la région du Gord de s'occuper sainement.
En plus de leur procurer des revenus financiers, ces activités contribuent au renforcement de la cohésion sociale. Pour le moment, nous sommes à environ une quarantaine de jeunes ici. Aujourd'hui, on a plus de 20 femmes avec nous, de toute la communauté. Si nous augmentons la vente là, dès la première vente, on a au moins 1 600 000 en 2 semaines. On aura au moins 800 000 francs par étant chaque mois. J'ai reçu 3 millions en matériel. J'emploie près de 30 personnes par mois. Chacun peut produire entre 3 et 5 000. Mariam est une ex-combattante. Elle affirme avoir une vie meilleure et un avenir radieux grâce au Fonds de consolidation de la paix, PBF des Nations Unies, qui finance une initiative conjointe PNUD, UNICEF, UNESCO. Au départ, son entreprise dénombrait 250 poulets. Aujourd'hui, Mariam compte 1500 poulets de chair. Je prends aujourd'hui 3 jeunes en charge qui n'allaient même pas à l'école. Et grâce à moi, aujourd'hui, ils vont à l'école. Donc, je peux dire que je suis un exemple pour certaines jeunes filles. C'est avec fierté que ces bénéficiaires ont présenté leur avancée à la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme qui les visite. Opportunité pour eux de faire quelques doléances. Au départ, nous avons bénéficié de 5 167 000 francs. C'était pour nous aider à faire les 4 étangs. Et si nous pouvons encore avoir au moins 3 500 000 ou plus, on va atteindre notre objectif de 12 étangs. Mais on voudrait aussi peut-être mettre des bâtiments pour que ceux qui viendront apprendre, puisqu'on veut faire d'ici un centre de formation. Très touché par les résultats des projets PBF, la secrétaire d'État Aimé Zebeyou, représentant son collègue du service civique, encourage les bénéficiaires à continuer sur la lancée afin de mériter la confiance de l'État et de ses partenaires. Quel que soit le président qui est là, si vous ne savez rien faire de vos droits, vous ne pourrez pas participer au développement de votre pays. Et il faut donc les encourager à aller de l'avant. On doit s'aimer dans la différence et on doit comprendre qu'on doit participer au développement du pays. Le Fonds de consolidation de la paix vise à renforcer la participation des jeunes à la consolidation de la paix en les mettant au travail afin de dissiper les préjugés communautaires et de les détourner de la violence. D'autres jeunes essaient également de se construire progressivement. Ils font partie d'un mouvement dénommé Nouvelle Génération Abiba. Cette association de jeunes a animé récemment une conférence de presse dans la commune d'Adjamé. Les précisions de Astou Touré. Ce mouvement politique vise à soutenir les actions du gouvernement en faveur de la jeunesse, également de promouvoir l'autonomisation de ceux-ci. Avec un taux de croissance annuel de 9% par an en moyenne, la Côte d'Ivoire comprend 77% de jeunes. Le mouvement Nouvelle Génération Abiba entend donc aider à la formation et l'insertion de 110 jeunes recrutés dans 10 communes d'Abidjan. Nos formations sont pratiques et permettent de répondre immédiatement aux soucis d'emploi des jeunes qui veulent travailler dans la pédicure et manucure, dans les soins des visages, dans la coiffure, dans le métier du perlage, dans la couture, dans le make-up. À la suite de ces formations pratiques, nous savons déjà comment les insérer automatiquement dans un circuit professionnel que chacun vole de ses propres ailes. Le mouvement entend élargir ses activités aux autres communes de l'intérieur du pays. Mais pour réussir cette mission, le mouvement Nouvelle Génération entend compter sur l'implication des autorités municipales des différentes communes du pays. Les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire invitées à utiliser le digital dans leur quotidien. Elles ont ainsi été instruites il y a quelques jours lors de la première édition de la campagne de sensibilisation de la femme entrepreneur au digital. Objectif, booster leurs différentes activités économiques. On en parle avec Nadia Edja et Cheikh Koné. Farida Nyoname, agro-transformatrice spécialisée dans la production de fromage du terroir béninois, se rend à cette rencontre de sensibilisation de la femme au digital, SFED. Un rendez-vous à ne pas manquer pour cet entrepreneur en quête d'une grande visibilité. Ce fromage traditionnel dont je fais la promotion, les gens ne le connaissent vraiment pas ici en Côte d'Ivoire. Si je n'ai pas une bonne communication, si je ne sais pas utiliser le digital, je ne pourrai pas atteindre la cible qu'il me faut. Maîtriser le marketing digital, la raison de la présence de Farida à cette sensibilisation. Et c'est le cas de ces autres femmes ayant répondu à l'appel. Depuis toujours, je me suis lancée dans le commerce en ligne de différents articles. Lorsque j'ai vu l'affiche qui parlait de la campagne, je n'ai pas du tout hésité pour pouvoir créer ma page, l'animer correctement et me faire connaître au niveau international.
Pour l'initiatrice qui a voulu de cette rencontre un partage d'expérience, le digital est un outil incontournable dans le monde des affaires d'aujourd'hui. Elle a invité les femmes à l'utiliser pour promouvoir leur activité. Il se trouve que pour commencer une activité, Dieu merci, en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin forcément d'avoir un site internet. Avec les réseaux sociaux, c'est possible de commencer une activité à moins de coûts. J'aimerais que toutes les femmes viennent sur les réseaux sociaux pour que nous puissions entreprendre ensemble, devenons riches et que nous puissions être libres. Selon les statistiques 2019 de la plateforme UA Social, les femmes représentent 33% des utilisateurs des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Cette campagne de sensibilisation de 3 jours permettra de les impliquer davantage dans les réseaux sociaux et en particulier dans le marketing digital. La campagne SFED sillonnera les villes de l'intérieur du pays après l'étape d'Abidjan. Autre actualité, ce projet initié par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture veut renforcer le système éducatif dans 3 pays ouest-africains, dont la Côte d'Ivoire. La deuxième phase du programme intitulé « Transformer l'éducation en Afrique grâce au TIC » a été lancée récemment dans le district d'Abidjan. Les explications de Chris Diomandé et Issa Yeo. Plusieurs spécialistes dans le domaine des TIC et de l'éducation en Afrique, en Europe et en Asie, présents au lancement de la deuxième phase du projet dénommé « Transformer l'éducation en Afrique grâce au TIC ». Ce projet initié par l'UNESCO qui concerne la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal vise à intégrer des approches novatrices basées sur les TIC pour l'éducation dans les pays africains. Nous avons déjà cette tradition qui est déjà bien établie et développée au niveau du ministère de l'Éducation, au niveau du bureau UNESCO Abidjan. Donc aussi, nous sommes contents de pouvoir continuer à accompagner cette transformation de l'école ivoirienne avec le soutien des TIC. Le projet consiste à intervenir à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est d'aider à renforcer les politiques éducatives et donc la dimension technologie dans le cadre de ces politiques, à renforcer les capacités des enseignants en termes de compétences numériques, en termes d'utilisation du numérique comme pédagogie, comme ressource, mais également à appuyer les écoles pour intégrer les technologies dans leur fonctionnement. Pour les bénéficiaires, ce projet est une aubaine pour renforcer leur système éducatif déjà mis en place. Bénéficier de ce projet et de ce financement, c'est une opportunité pour nous, pour renforcer ce que nous avons déjà fait, pour renforcer la formation des enseignants à distance sans qu'ils aient besoin de se déplacer. Financé par la République de Corée du Sud, d'un coût global de plus d'1 milliard de francs CFA pour les 3 pays, ce projet, qui est dans sa deuxième phase, sera lancé début 2020 pour une durée de 4 ans. L'année 2019 tire à sa fin, alors quel bilan pour le ministère de la fonction publique? Un atelier a été organisé récemment pour dresser des perspectives d'avenir. Chris Diomandé et Didier Nguesson. Renforcer l'efficacité des directions des services rattachés et extérieurs et améliorer la qualité du service, c'est l'enjeu de l'atelier de mise à niveau du plan de travail annuel PTA du ministère de la fonction publique. Le PTA constitue le référent pour mieux orienter toutes les actions menées en direction des usagers. Il y a eu pas mal d'avancées. Parce qu'en mai, quand on s'est retrouvés là, on était à 1500, par exemple, formés HEC. Et à l'heure actuelle, on a 2000. Il nous reste 500. 2500, au-delà de 2500. Et au niveau de la numérisation, il y a une avancée aussi par rapport à ce qu'il y avait. Au niveau du processus métier, qui est une modernisation du processus métier, qui est un projet de notre direction, il y a des avancées. Donc le plan stratégique, qui est la boussole, a produit le PTA, plan de travail annuel. Le plan de travail 2020 validé est, selon le représentant du ministre de la fonction publique, le fruit de longs mois de travail pour l'ensemble du personnel. Nous sommes autour d'un taux au-delà de 70%, on peut dire que c'est satisfaisant. Cependant, ce n'est pas encore totalement excellent parce que notre objectif était d'arriver à 100%. Donc naturellement, nous y travaillons. Des prévisions sont faites et quelquefois, quand il y a des décalages ou il y a des activités au niveau national qui impactent le fonctionnement et la mise en œuvre de certaines actions, naturellement, les priorités sont établies.
Depuis 2007, le ministère s'est doté d'un plan stratégique qui lui sert de guide dans la mise en œuvre de ses actions. Comment améliorer la gouvernance forestière en Côte d'Ivoire? Cette question était au centre d'une rencontre initiée récemment par le ministère des Eaux et Forêts. Les travaux ont permis d'analyser le contexte actuel du secteur et les enjeux de la gouvernance forestière. Astou Touré. La superficie résiduelle actuelle de forêt en Côte d'Ivoire est de 3 millions d'hectares, avec un rythme de disparition supérieur à 200 000 hectares par an. Agriculture extensive, exploitation mal maîtrisée des forêts pour satisfaire les besoins de bois d'œuvre et de bois d'énergie en seraient quelques causes. Pour reconstituer son couvert forestier et restaurer ses fonctions écologiques, la Côte d'Ivoire a entrepris plusieurs réformes au nombre desquelles la création d'une brigade spéciale de surveillance et d'intervention. Elle a essentiellement un rôle de renseignement, un rôle d'intervention et un rôle de surveillance de tous les massifs forestiers, tant dans le domaine rural que classé. L'effectif, pour le moins, est assez restreint, mais il y a un renforcement des capacités, tant en normes qu'en matériel, qui est en vue, avec le recrutement de 600 éléments qui seront formés en commando force spéciale et qui réellement vont prendre toute la mesure sur le terrain. En vue d'une meilleure gestion des forêts, une rencontre est organisée avec tous les acteurs. Il y a beaucoup de plaintes de la part des opérateurs, d'un contrôle intempestif, des contrôles trop récurrents et qui les empêcheraient de travailler. Donc le ministre des Eaux et Forêts, qui a été approché par les opérateurs, est conscient de ce problème et nous a demandé donc d'inscrire le contrôle au programme de cette journée pour que tous les opérateurs, la société civile, l'administration échange sur les conditions optimales pour que le contrôle se fasse dans de bonnes conditions. Cette rencontre permettra de dresser le bilan de la contribution du contrôle forestier en vue de l'amélioration de la gouvernance forestière et d'en dégager les perspectives. Fin d'année 2019, c'est l'heure de récompenser les meilleurs agents dans les entreprises et autres structures. 12 agents de la direction des finances du ministère d'État, ministère de la Défense ont été distingués lors d'une cérémonie dans la commune du Plateau. Enfin, religion avec l'inauguration récemment à Bouaké, dans le centre du pays, de la grotte mariale Notre-Dame de la Réconciliation, œuvre architecturale au sein de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Monseigneur Paul Siméon Awanandjiro, archevêque métropolitain de Bouaké, Boubacar Silla et Djeneba Ouattara. Monseigneur Paul Siméon Awanadjro, archevêque métropolitain de Bouaké, a procédé à la consécration de la nouvelle grotte Maria de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Bouaké. Un don de Jean Kwasi Abonois, sénateur de la région de Bouaké. Au cours de la consécration de cette grotte dénommée Notre-Dame de la Réconciliation, Monseigneur Paul Awana a exhorté les fidèles à s'approcher davantage du Christ, mais également à s'attacher à lui par la foi, la prière et l'amour du prochain pour contribuer à la vie de l'Église. Pour le donateur Jean Kwasi Abonois, ce lieu saint permettra aux fidèles catholiques de Bouaké de renouer avec une tradition de l'Église, celle de la dévotion mariale qui se résume à la prière du « Je vous salue Marie ». C'est Dieu qui a permis que nous puissions faire cette œuvre. On lui rend toute la gloire, on lui rend grâce. Par l'intercession de Notre-Dame de la Réconciliation, tous les cœurs soient réconciliés et que la paix revienne. Parrain de la cérémonie, le général Gaston Wassena Kone a rendu un vibrant hommage aux donateurs avant d'exhorter les populations à la paix et à la cohésion sociale. Chants, bénédictions et prières pour la paix en Côte d'Ivoire ont meublé la cérémonie de la consécration de la nouvelle grotte mariale Notre-Dame de la Réconciliation. En image, l'actualité hors de chez nous. Les 5 chefs d'État de la force régionale du G5 Sahel, réunis hier en sommet extraordinaire à Niamey au Niger, ont appelé à davantage de coopération mutuelle et internationale pour mettre fin aux attaques djihadistes dans leurs pays respectifs. Enfin, après plusieurs années d'exil au Sénégal, l'ex-président malien Amadou Toumani Touré est rentré hier définitivement au Mali. Parti du pouvoir en 2012, après un coup d'État militaire, l'ancien dirigeant malien ATT a été accueilli par une foule de ses partisans à l'aéroport de Bamako, la capitale.
Merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à tous.